À chaque époque, les hommes se sont toujours demandé d'où vient cet univers sans bornes, où il conduit, comment fonctionnent les lois qui maintiennent son équilibre et son ordre. Depuis des siècles, les savants et les penseurs ont effectué de nombreuses recherches à ce sujet et ont produit toute une série de théories. L'idée dominante au XIXe siècle était que l'univers était un ensemble de matière de taille infinie, qui existait depuis l'éternité et qui continuerait toujours à exister. Cette vision, qui est le fondement de la philosophie matérialiste, niait l'existence du Créateur, tout en affirmant que l'univers n'avait ni commencement ni fin. Le matérialisme est un système de pensée qui considère la matière comme le seul être absolu, et pour lequel rien d'autre n'existe que la matière. Ce système de pensée, qui a son origine dans l'Antiquité grecque et qui s'est de plus en plus répandu au XIXe siècle, est devenu célèbre sous la forme du matérialisme dialectique de Karl Marx. Les matérialistes considéraient le modèle de l'univers infini comme le principal appui de leurs philosophies athées. Par exemple, dans son livre « Principes fondamentaux de philosophie », le matérialiste Georges Politzer affirmait que l'univers n'était pas un objet créé, ajoutant que, s'il avait été créé, il aurait dû être créé par Dieu instantanément et à partir du néant. Lorsque Politzer affirmait que l'univers n'avait pas été créé du néant, il s'appuyait sur le modèle statique de l'univers en cours au XIXe siècle. Il pensait faire une affirmation scientifique. Cependant, les progrès de la science et de la technologie au XXe siècle ont finalement démoli cette idée primitive qu'on appelle le matérialisme. On a découvert que l'univers n'est pas constant comme le supposaient les matérialistes, mais qu'au contraire, il est en expansion. On a prouvé également, par l'observation et le calcul, que l'univers a eu un commencement et qu'il a été créé à partir du néant avec une grande explosion. Aujourd'hui, ces faits sont reconnus par tout le monde scientifique. Et la découverte de ces faits, très importants, a été rendue possible par des observations et des conclusions révolutionnaires. En 1929, à l'observatoire de Mount Wilson en Californie, un astronome américain appelé Edwin Hubble a fait une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'astronomie. En observant les étoiles au moyen d'un télescope géant, il s'est aperçu qu'elles émettaient une lumière rougeâtre selon leur distance. Cela voulait dire que les étoiles s'éloignent de nous. En effet, selon des lois reconnues en physique, le spectre des rayons lumineux se déplaçant vers le point d'observation tend vers le violet, tandis que le spectre des rayons lumineux s'éloignant du point d'observation tend vers le rouge. Les observations de Hubble ont permis de découvrir que la lumière des étoiles tend vers le rouge. Cela voulait dire qu'elles s'éloignent constamment de nous. Peu après, Hubble fit une autre découverte capitale. Non seulement les étoiles et les galaxies s'éloignaient de nous, mais elles s'éloignaient aussi les unes des autres. Puisque tous les éléments de l'univers s'éloignaient les uns des autres, la seule conclusion possible était que l'univers est en expansion constante. Pour mieux comprendre, on peut imaginer l'univers comme la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. De la même façon que les points de la surface du ballon s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que le ballon est gonflé, les objets se trouvant dans l'espace s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que l'univers se dilate. En fait, ceci avait été découvert en théorie plus tôt encore. Albert Einstein, qui est considéré comme le plus grand savant du XXe siècle, avait conclu, après des calculs de physique théorique, que l'univers ne pouvait pas être statique. Cependant, il avait mis de côté sa découverte.
tout simplement pour ne pas s'opposer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à son époque. Plus tard, Einstein devait admettre qu'il avait commis là la plus grande erreur de sa carrière. Que signifiait l'expansion de l'univers? L'expansion de l'univers signifiait que si l'on pouvait remonter le temps, on s'apercevrait que l'univers tirait son origine d'un point unique. Les calculs montrèrent que ce point unique qui renfermait toute la matière de l'univers devait avoir un volume zéro et une densité infinie. L'univers avait été suscité par l'explosion de ce point unique de volume zéro. Cette grande explosion, qui marquait le commencement de l'univers, fut appelée le Big Bang, et la théorie prit également ce nom. Il faut signaler que volume zéro est une expression théorique utilisée dans un but descriptif. La science ne peut définir le concept de néant, qui dépasse les limites de la compréhension humaine, qu'en l'exprimant en tant que point de volume zéro. En réalité, un point de volume zéro signifie le néant. Ainsi, l'univers est apparu à partir du néant. Autrement dit, il a été créé. Ce fait, découvert seulement au XXe siècle par la physique moderne, a été affirmé par le Coran il y a 14 siècles. Lui, qui est à l'origine des cieux et de la terre. La théorie du Big Bang montrait qu'au commencement, tous les objets de l'univers formaient un seul élément, puis qu'ils ont été séparés. Ce fait, révélé par la théorie du Big Bang, a lui aussi été affirmé par le Coran il y a 14 siècles, à une époque où les gens n'avaient de l'univers qu'une connaissance très limitée. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis que nous les avons séparés? Cela voulait dire que toute la matière avait été créée dans une grande explosion à partir d'un point unique, et avait pris la forme de l'univers actuel en étant séparée. L'expansion de l'univers est l'une des principales preuves que l'univers a été créé à partir du néant. Ce fait n'a été découvert par la science qu'au XXe siècle. Mais Allah nous a informés de cette réalité dans le Coran, révélée il y a 1400 ans. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. Le Big Bang indiquait de toute évidence que l'univers avait été créé de rien, autrement dit, qu'il avait été créé par Allah. Pour cette raison, les astronomes attachés à la philosophie matérialiste ont continué à refuser le Big Bang et à affirmer l'idée de l'univers infini. La raison de cet effort apparaît dans les paroles d'Arthur Eddington, célèbre physicien matérialiste, qui a dit « Philosophiquement, la notion d'un commencement abrupt de l'ordre actuel de la nature me répugne. » Un autre matérialiste, l'illustre astronome anglais Sir Fred Hoyle, a été particulièrement dérangé par la théorie du Big Bang. Au milieu du XXe siècle, Hoyle s'est fait le partisan d'une théorie appelée l'état stationnaire, semblable à la notion d'univers constant du XIXe siècle. La théorie de l'état stationnaire avançait que l'univers était à la fois de taille infinie et de durée éternelle. N'ayant pas d'autre but apparent que de soutenir la philosophie matérialiste, cette théorie était à l'opposé de la théorie du Big Bang, qui affirmait que l'univers avait un commencement. Les défenseurs de la théorie de l'état stationnaire se sont longtemps opposés au Big Bang. Cependant, la science avançait contre eux.
En 1948, Georges Gamow avança une autre idée à propos du Big Bang. Il affirma qu'après la formation de l'univers dans une grande explosion, un surplus de rayonnement devrait exister dans l'univers, comme trace de cette explosion. De plus, ce rayonnement devrait être diffusé uniformément dans tout l'univers. La preuve qui devrait exister allait bientôt être découverte. En 1965, deux chercheurs nommés Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent ces ondes par hasard. Ce rayonnement, appelé fond diffus cosmologique, ne semblait pas émaner d'une source particulière, mais était plutôt diffus dans l'espace tout entier. On comprit ainsi que ce rayonnement était resté des étapes initiales du Big Bang. Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel pour leur découverte. En 1989, la NASA lança dans l'espace le satellite COBE pour effectuer des recherches sur le fond diffus cosmologique. Il ne fallut que 8 minutes au satellite COBE pour confirmer les calculs de Penzias et Wilson. Le COBE avait découvert les traces de la grande explosion qui avait eu lieu à l'origine de l'univers. Définie comme la plus grande découverte astronomique de tous les temps, cette découverte apportait la preuve explicite de la théorie du Big Bang. Une autre preuve importante du Big Bang provenait de la quantité d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace. Au cours des recherches, on se rendit compte que la concentration hydrogène-hélium présente dans l'univers était conforme au calcul théorique de la concentration hydrogène-hélium restant à l'issue du Big Bang. Si l'univers n'avait pas de commencement et s'il avait existé de toute éternité, sa composante d'hydrogène aurait déjà été complètement consommée et convertie en hélium. Toutes ces preuves flagrantes conduisirent la communauté scientifique à reconnaître la théorie du Big Bang. Le modèle du Big Bang était le dernier mot atteint par la science à propos de l'origine de l'univers. Après avoir défendu pendant des années la théorie de l'état stationnaire aux côtés de Fred Hoyle, Denis Sciama a décrit la position finale à laquelle ils étaient arrivés après la révélation de toutes les preuves en faveur de la théorie du Big Bang. Sciama déclara qu'il avait défendu la théorie de l'état stationnaire, non pas parce qu'il était convaincu qu'elle était vraie, mais parce qu'il aurait voulu qu'elle le soit. Sciama ajouta que lorsque les preuves s'accumulèrent, il fut obligé d'admettre que la partie était terminée et qu'il fallait renoncer à la théorie de l'état stationnaire. Le professeur George Abel, de l'Université de Californie, reconnaît également la victoire finale du Big Bang et déclare que les preuves disponibles actuellement montrent que l'univers est apparu il y a des milliards d'années à la suite du Big Bang. Il admet qu'il n'a pas d'autre choix que de reconnaître la théorie du Big Bang. Avec la théorie du Big Bang, le mythe de la matière éternelle, qui constituait la base de la philosophie matérialiste, est jeté dans les poubelles de l'histoire. Qu'y avait-il alors avant le Big Bang? Et quel est le pouvoir qui a causé l'existence de l'univers dans cette grande explosion alors qu'il était non existant? Cette question implique certainement, selon les termes d'Arthur Eddington, le fait philosophiquement répugnant pour les matérialistes de l'existence d'un créateur. Le célèbre philosophe athée Anthony Flew commente ainsi cette question. Il est bien connu que la confession est bonne pour l'âme. Je commencerai donc par reconnaître que l'athée stratonicien ne peut qu'être embarrassé devant le consensus cosmologique contemporain. Car il semble bien que les cosmologues apportent la preuve scientifique que l'univers a eu un commencement. De nombreux scientifiques, qui ne se conditionnent pas aveuglément à être athées, ont reconnu le rôle d'un créateur tout-puissant dans la création de l'univers. Ce créateur doit être un être qui a créé à la fois le temps et l'espace, mais qui est indépendant du temps et de l'espace.
Voici ce qu'en dit le célèbre astrophysicien Hugo Ross. Si le commencement du temps concorde avec le commencement de l'univers, comme l'affirme le théorème de l'espace, alors la cause de l'univers doit être une entité opérant dans une dimension temporelle totalement indépendante et préexistante à la dimension temporelle du cosmos. Cette conclusion nous apprend que Dieu n'est pas l'univers lui-même et que Dieu n'est pas non plus contenu dans l'univers. Oui, la matière et le temps ont été créés par le Créateur Tout-Puissant, qui est indépendant de toutes ces notions. Ce Créateur, c'est Allah, qui est le Seigneur des cieux et de la terre. En réalité, le Big Bang a posé beaucoup plus de problèmes aux matérialistes que ne l'admettent les confessions du philosophe athée Anthony Flew. Car le Big Bang prouve non seulement que l'univers a été créé à partir du néant, mais aussi qu'il a été suscité d'une manière très organisée, systématique et contrôlée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Cependant, une explosion ne conduit pas normalement à l'ordre. Toutes les explosions que l'on peut observer tendent à briser, détruire et désintégrer tout ce qui est présent. Si nous voyons une explosion aboutir à un ordre très précis, nous pourrions alors conclure qu'il y avait une intervention intelligente derrière cette explosion et que quelqu'un avait fait bouger tous les éléments dispersés par l'explosion d'une manière très contrôlée. Sir Fred Hoyle, qui dut finir par accepter la théorie du Big Bang après s'y être opposé pendant des années, exprime très bien cette situation. La théorie du Big Bang affirme que l'univers a commencé avec une seule explosion. Pourtant, comme on peut le constater, une explosion ne fait qu'éparpiller la matière, tandis que le Big Bang a mystérieusement produit l'effet inverse, en assemblant la matière sous forme de galaxies. Si une explosion aboutissait à un grand ordre, on ne pourrait pas manquer de reconnaître l'intervention d'un créateur à chaque instant de cette explosion. Un autre aspect de cet ordre extraordinaire formé dans l'univers à l'issue du Big Bang est la création d'un univers habitable. Les conditions nécessaires à la formation d'une planète habitable sont si nombreuses et si complexes qu'il est impossible d'imaginer que cette formation puisse survenir par coïncidence. Paul Davies, un célèbre professeur de physique théorique, a déclaré, après avoir effectué une série de calculs sur le taux d'expansion de l'univers, que ce taux est d'une précision inimaginable. Davies dit « Une mesure attentive place le taux d'expansion très près d'une valeur critique à laquelle l'univers échappera tout juste à sa propre gravité et poursuivra son expansion indéfiniment. Un peu plus lentement et le cosmos s'écroulerait, un peu plus vite et la matière cosmique se serait depuis longtemps complètement dispersée. Le Big Bang n'était pas, de toute évidence, n'importe quelle explosion. C'était une explosion d'une magnitude fixée avec la plus grande précision. Le professeur Stephen Hawking, illustre physicien, déclare dans son livre « Une brève histoire du temps » que l'univers repose sur des calculs et des équilibres réglés bien plus précisément que nous ne pouvons l'imaginer. Hawking déclare à propos du taux d'expansion de l'univers:
Si le taux d'expansion, une seconde après le Big Bang, avait été inférieur ne serait-ce que d'un 100 milliards de millionième, l'univers se serait effondré à nouveau bien avant d'atteindre sa taille actuelle. Paul Davies explique également la conséquence inévitable à tirer de ces équilibres et de ces calculs incroyablement précis. Il est difficile de résister à l'impression que la structure actuelle de l'univers, qui paraît si sensible à la moindre modification des chiffres, a été soigneusement élaborée. La conjugaison apparemment miraculeuse de ces valeurs numériques que la nature a assignées à ces constantes fondamentales demeure la preuve la plus éclatante d'une forme d'organisation cosmique. En rapport avec le même fait, un professeur d'astronomie américain, George Greenstein, écrit dans son livre « L'univers symbiotique » : « Lorsque nous examinons toutes ces preuves, nous sommes assaillis par l'idée insistante que cela doit être la marque d'une volonté surnaturelle. » En bref, lorsqu'on examine le merveilleux système de l'univers, on voit que l'existence et les mécanismes de l'univers reposent sur des équilibres extrêmement délicats et sur un ordre trop complexe pour que la coïncidence suffise à l'expliquer. Bien évidemment, il est absolument impossible que cet équilibre et cet ordre parfait se soient formés tout seuls et par coïncidence, après une grande explosion. La formation d'un tel ordre à la suite d'une explosion comme le Big Bang est la preuve flagrante d'une création surnaturelle. L'ordre et l'organisation parfaite de l'univers prouvent irréfutablement la présence d'un créateur doté d'une connaissance, d'une puissance et d'une sagesse infinie, qui a créé la matière à partir du néant et qui contrôle et dirige tout cela en permanence. Ce créateur, c'est Allah, le Seigneur de tous les mondes.